Aigues-Mortes, en occitan Négas Mortas, est une commune française de Petite Camargue, située à la pointe sud du département du Gard, en région Occitanie. Exposée à un climat méditerranéen, elle est drainée par le Vidourle, le canal du Rhône à 7, le canal Le Vistre, et par deux autres cours d'eau. Incluse dans la Camargue, delta du Rhône, la commune possède un patrimoine naturel remarquable. 3 sites Natura 2000, la Petite Camargue, l'étang de Moguio, et la Petite Camargue, lagune marine, 4 espaces protégés, le bois du Boucanet, la Camargue gardoise, l'étang de l'Or et la Petite Camargue, et 12 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Aigues-Mortes est une commune urbaine et littorale, qui compte 8664 habitants en 2020, après avoir connu une forte hausse de la population, depuis 1968. Elle est dans l'unité urbaine d'Aigues-Mortes, et fait partie de l'aire d'attraction du Grau-du-Roi. Ses habitants sont appelés les Aigues-Mortais, ou Aigues-Mortaises. Elle est renommée pour ses remparts et ses arènes, appelées le plan des théâtres, est destinée aux courses camarguaises, et est également tristement célèbre, à la suite du massacre des Italiens, ayant eu lieu en août 1893. Le patrimoine architectural de la commune comprend 3 immeubles protégés au titre des monuments historiques, l'hôtel de Grail, classé en 1994, la chapelle du château de Roquelaure, classée en 2007, et 4 maisons, inscrites respectivement en 1903, 1949, et 1993. Les salins d'Aigues-Mortes, qui exploitent le marais de Péquet, emblématique de la production du sel camarguais, se trouvent également sur le territoire de la commune. Par le réseau routier, Aigues-Mortes est située à 35 km environ de Nîmes, préfecture du Gard, et à 30 km de Montpellier, Hérault. À vol d'oiseau, elle est à 32,5 km de Nîmes, et 26 km de Montpellier. Le territoire communal est composé d'une partie de la plaine humide, et des étangs de Petite Camargue, dont les plus grands sont l'étang du Roi, au sud-est, l'étang de la Ville immédiatement au sud d'Aigues-Mortes, une partie de l'étang de Cative, dont le reste se trouve sur Saint-Laure-des-Gouzes, l'étang de la Marette, au sud-ouest de la ville, et environ 63 hectares de l'étang de Moguio, à l'ouest. Au sud-ouest, il est séparé du golfe du Lion, mer Méditerranée, par la commune du Grau-du-Roi. Aigues-Mortes est cependant reliée à la mer, par le canal du Grau-du-Roi. Ainsi, les communes de Saint-Laurent-des-Gouzes, et le Grau-du-Roi, sont limitrophes de celles d'Aigues-Mortes. À l'ouest, la commune est contiguë par un angle de sa limite, à celle de Moguio, Hérault, qu'elle effleure sur la pointe de la Radelle, dans l'étang de Moguio. Au sud-est, elle est mitoyenne des Saintes-Maries-de-la-Mer, sur environ 800 mètres. Tout le territoire de la moitié sud de la commune est occupé par des salines, des étangs et des marais, qui sont également largement dominants dans la partie nord. Ainsi, il n'y a que très peu de hameaux, Corbières, Masse du Bosquet, Masse du Grand Maule, Masse du Petit Chaumont, et Mazet de Bel-Air. Aigues-Mortes est l'une des 81 communes membres du schéma de cohérence territoriale, SCOR, du sud du Gard, et fait également partie des 34 communes du pays Vidourle-Camargue. Aigues-Mortes est aussi l'une des 4 lois littorales du SCO du sud du Gard. Le climat, qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de climat méditerranéen franc, selon la typologie des climats de la France, qui compte alors 8 grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type climat méditerranéen dans la classification établie par Météo France, qui ne compte désormais, en première approche, que 5 grands types de climats en métropole. Pour ce type de climat, les hivers sont doux et les étés chauds, avec un ensoleillement important, et des vents violents fréquents.
Les paramètres climatiques, qui ont permis d'établir la typologie de 2010, comportent 6 variables pour les températures, et 8 pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale de 1971 à 2000. Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude, réalisée en 2014, par la Direction générale de l'énergie et du climat, complétée par des études régionales, prévoit en effet que la température moyenne devrait croître, et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. La station météorologique de Météo France, installée sur la commune, et mise en service en 1959, permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques. Transport fluvial. La ville d'Aigues-Mortes est à un carrefour de canaux, canal du Rhône, A7, venant du nord-est, et repartant vers l'ouest, canal de Bourgidou, vers le sud-est, et qui rejoint le Petit Rhône par l'intermédiaire d'autres canaux, aux limites du Gard et des Bouches du Rhône, et le Gros du Roi, entretenu depuis le Moyen Âge et reliant Aigues-Mortes à la partie centrale du Gros du Roi. Ferroviaire. La ligne Nîmes, le Gros du Roi, dessert les villes et villages des Costières, et du littoral, avec terminus au Gros du Roi. Elle est également utilisée pour le transport du sel fabriqué par une des exploitations salinières du groupe Salin. Routier. Le développement du tourisme balnéaire, depuis les années 1960, a été marqué par la construction de nouvelles stations balnéaires, la Grande Motte, ou l'extension de celle existante, le Gros du Roi Port-Camargue. Pour faciliter leurs accès aux touristes, le réseau routier littoral a été densifié et relié à l'autoroute A9. Typologie. Aigues-Mortes est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses ou de densité intermédiaire, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Elle appartient à l'unité urbaine d'Aigues-Mortes, une unité urbaine monocommunale, de 8325 habitants en 2017, constituant une ville isolée. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction du Gros du Roi, dont elle est une commune du pôle principal. Cette aire, qui regroupe 3 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants. La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale, au sens de la loi du 3 janvier 1986, dite loi littorale. Des dispositions spécifiques d'urbanisme s'y appliquent dès lors, afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l'équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus, si le plan local d'urbanisme le prévoit. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des zones humides, 46,8% en 2018, une proportion pratiquement identique à celle de 1990, 47,3%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Zone humide côtière, 45,4%. Culture permanente, 23,9%. Terre arable, 7,3%. Zone agricole hétérogène, 7,3%. Zone maritime, 7,3%. Zone urbanisée, 4,1%. Forêt, 2,1%. Zones humides intérieures, 1,4%. Zone industrielle, ou commerciale, et réseau de communication, 1,2%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini,
XVIIIe siècle, la carte d'état-major, de 1820 à 1866, et la période actuelle, de 1950 à aujourd'hui. Risque majeur. Le territoire de la commune d'Aigues-Mortes est vulnérable à différents aléas naturels, météorologiques, tempêtes, orages, neige, grand froid, canicule ou sécheresse, inondations, feux de forêt, mouvements de terrain et séismes, sismicité très faible. Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé, soit par son adresse, soit par le numéro de sa parcelle. Risque naturel. La commune fait partie du territoire à risque important d'inondation, de Montpellier, Lunel, Mogéo, Palavas, regroupant 49 communes du bassin de vie de Montpellier, et s'étendant sur les départements de l'Hérault et du Gard, un des 31 tri qui ont été arrêtés fin 2012 sur le bassin Rhône-Méditerranée, retenu au regard des risques de submersion marine, et de débordement du Vistre, du Vidourle, du Lay, et de la Mosson. Parmi les derniers événements significatifs qui ont touché le territoire, peuvent être cités les crues de septembre 2002 et de septembre 2003, Vidourle, et les tempêtes de novembre 1982 et décembre 1997 qui ont touché le littoral. Des cartes des surfaces inondables ont été établies pour 3 scénarios, fréquents, crues de temps de retour de 10 ans à 30 ans, moyen, temps de retour de 100 ans à 300 ans, et extrême, temps de protection, retour de l'ordre de 1000 ans, qui met en défaut tout système de. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations, et coulées de boue, survenues en 1982, 1994, 2002, 2003 et 2015. La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrain, constitué principalement du retrait ou du gonflement des sols argileux. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments, en cas d'alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 49,7% de la superficie communale est en aléa moyen ou fort, 67,5% au niveau départemental, et 48,5% au niveau national. Sur les 3677 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1673 sont en aléa moyen ou fort, soit 45%, à comparer aux 90% au niveau départemental, et 54% au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national, au retrait et au gonflement des sols argileux, est disponible sur le site du BRGM. Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d'affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune. Risque technologique. Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes, ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d'avoir des effets graves, aux bâtis ou aux personnes jusqu'à 350 mètres, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d'urbanisme peuvent être préconisées en conséquence. La commune est en outre située, en aval des barrages de Sainte-Croix et de Serponçon, deux ouvrages de classe A. À ce titre, elle est susceptible d'être touchée par l'onde de submersion, consécutive à la rupture d'un de ces ouvrages. Toponymie. Le nom d'Aquae Mortuae est cité lors de l'embarquement de Saint-Louis, en 1248, en ce lieu pour sa première croisade. Ce nom procède de l'occitan negas mortas, eaux mortes.
c'est-à-dire eau stagnante, équivalent des types toponymiques de langue d'Oï, Morteau. Il est intéressant de signaler que, les habitants d'Aigues-Mortes demandèrent à Saint-Louis, de nommer l'agglomération naissante, du nom de Bonaparte-Forçat, Bonne, malgré Lazare. Le nom usuel Aigues-Mortes resta cependant en usage jusqu'à nos jours. Le nom d'Aigues-Mortes provient des marais et des étangs qui s'étendaient autour du village, et aussi du fait qu'il n'y a jamais eu d'eau vive, à Aigues-Mortes. Histoire. Les remparts d'Aigues-Mortes ont été construits par Saint-Louis. En effet, dès le début de son règne, Louis IX souhaite se doter d'un débouché sur la Méditerranée. C'est dans ce contexte qu'il fait construire le port d'Aigues-Mortes. Antiquité. Un Romain, du nom de Pexius, aménage les premiers marais salins, et donne son nom au marais du Péquet. L'exploitation du sel avait commencé dès le néolithique, et s'était continuée à la période hellénistique, mais l'exploitation antique des salins n'a donné lieu à aucune découverte archéologique majeure, et il est prévisible que ces vestiges aient été détruits par les installations des salins modernes. Moyen Âge. En 791, Charlemagne fait ériger la tour Matafère, au milieu des marécages, pour la sûreté des pêcheurs et des ouvriers des salins. Certains avancent que la signalisation et la transmission des nouvelles n'étaient pas étrangères à l'édification de cette tour, destinée à donner l'alerte, en cas d'arrivée d'une flotte, à la tour Magne, à Nîmes. La vocation de cette tour passe du plan guerrier au plan spirituel, quand Charlemagne l'octroie à l'abbaye de Bénédictins, consacrée à l'Opus Dei, l'œuvre de Dieu, et dont les incessantes psalmodies, de jour comme de nuit, font désigner leur couvent, du titre de psalmodie ou psalmodie. Ce couvent existe en 812, comme le confirme un acte de dotation faite par le Nîmois Badilla à l'abbaye. À cette époque, les habitants, qui vivent dans des cabanes en roseaux, tirent leur subsistance de la pêche, de la chasse, et de la production du sel, produit dans différents petits marais salants, en bordure de mer. La région est alors sous la domination des moines, de l'abbaye de Psalmodie. En 1240, Louis IX, qui veut se débarrasser de l'emprise des marines italiennes, pour le transport des troupes pour les croisades, s'intéresse à la position stratégique que représente ce lieu pour son royaume. À cette époque, Marseille appartient à son frère Charles d'Anjou, comte de Provence, Agda Raymond VII, comte de Toulouse, et Montpellier à Jacques Ier, roi d'Aragon. Saint-Louis souhaite un accès direct à la mer Méditerranée. Il obtint des moines de l'abbaye la ville et les terres alentours par échange de propriétés. Les habitants sont exemptés de la gabelle, impôt prélevé sur le sel qu'ils peuvent prendre sans contrainte. Il construit une route entre les marais et y bâtit la tour Carbonnière pour servir de tour de guet et ainsi protéger l'accès à la ville. Saint-Louis construit ensuite la tour de Constance pour abriter sa garnison. En 1272, le fils et successeur de Louis IX, Philippe le Hardi, ordonne la poursuite de la construction de remparts pour ceinturer complètement la petite ville. Les travaux ne s'achèveront que 30 ans plus tard grâce à Philippe le Bel. C'est de cette ville que Louis IX part par 2 fois pour les croisades, la 7e croisade en 1248 et la 8e croisade en 1270 pour Tunis, où il meurt de dysenterie, du typhus voire de scorbut selon les historiens. 1270 constitue à tort, pour beaucoup d'historiens, la dernière étape d'un processus engagé à la fin du VI siècle. Le jugement est hâtif car le transfert de croisés ou de mercenaires à partir du port d'Aigues-Mortes a continué. L'ordonnance donnée en 1275 au chevalier Guillaume de Roussillon par Philippe III le Hardi et le pape Grégoire X après le concile de Lyon de 1274 en guise de renfort à Saint-Jean d'Acre en Orient,
démontrent que l'activité maritime y perdure toujours en vue d'une 9e croisade qui n'aura jamais lieu. 62. De ce fait 2270 découle la croyance populaire voulant que la mer atteigne Aigues-Mortes à cette époque. En fait, comme le confirment les études de l'ingénieur Charles-Léon Dombre, l'ensemble du port d'Aigues-Mortes comprenait le port proprement dit, qui se trouvait dans l'étang de la Marette, le canal Viel et le Gros Louis, le canal Viel étant le chenal d'accès à la mer. C'est approximativement sur le Gros Louis qu'est construite aujourd'hui la Grande Motte. Au début du XIVe siècle, Philippe le Bel utilisa le site fortifié pour y incarcérer les Templiers. Entre le 8 et le 11 novembre 1307, 45 d'entre eux furent mis à la question, reconnus coupables et retenus prisonniers dans la tour de Constance. Époque moderne. Aigues-Mortes conserve encore ses privilèges accordés par les rois. La réforme est prêchée dans la ville au XVIe siècle comme en attestent l'arrestation et la pendaison à Aigues-Mortes, en 1560, du pasteur Élie Boisset, date qui marque le début d'une période troublée. Peu après la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, des Huguenots venus des environs font sauter les portes de la ville, y pénètrent et attaquent les églises et couvents. Les ecclésiastiques doivent trouver refuge dans la tour de la Reine. 66. L'édit de Beaulieu, qui met fin en 1576, à la 5e guerre de religion, désigne Aigues-Mortes comme l'une des 8 places de sûreté, accordées aux calvinistes, ce qui sera confirmé par la paix de Bergerac en 1577, et un édit royal en 1597. C'est un des grands protestants en la personne de Jean d'Arembourg dit le Borgne, commandant des chevaux légers du roi Henri IV et ancien gouverneur de Vendôme qui sera nommé gouverneur d'Aigues-Mortes et de la Tour Carbonnière le 4 septembre 1607. Pour ce faire, il doit prêter serment entre les mains du connétable Henri de Montmorency, alors gouverneur du Languedoc. Mais celui-ci, catholique, soutient le rival Adrien de Champmont, seigneur de Berichères. Le conflit dure jusqu'en 1612 et Arembourg, soutenu par les pasteurs du Bas-Languedoc et les habitants finit par avoir raison d'autant qu'il a l'appui personnel de la reine. BNL. K750. Il finit par démissionner, le 27 février 1615, en faveur de son fils Jean d'Arembourg, mais le roi Louis XIII le rétablit pour 6 ans. Le 27 juillet 1616, il quitte ses fonctions au profit de Gaspard de Coligny, non sans avoir obtenu un témoignage de reconnaissance des magistrats et consuls de la ville. En 1629, la paix d'Alès consacre le retour d'Aigues-Mortes au pouvoir catholique, point culminant de la répression religieuse qui s'intensifie au cours du XVIe siècle. La révocation de l'édit de Nantes, 1685, conduit la plupart des protestants de la ville à se déclarer catholiques ou à s'exiler. 66. Au début du XVe siècle, d'importants travaux sont entrepris pour faciliter l'accès d'Aigues-Mortes à la mer. L'ancien Gros Louis, creusé pour les croisades, est remplacé par le Gros de la Croisette et un port est creusé à l'aplomb de la tour de Constance. Celui-ci perd son importance, dès 1481, lorsque la Provence et Marseille sont rattachées au royaume de France. Seule l'exploitation du sel du Marais de Péquet incite François Ier, en 1532, à faire relier les salins d'Aigues-Mortes à la mer. Mais ce chenal, dit Gros Henri, s'ensable à son tour. L'ouverture, en 1752, du Gros du Roi résout pour un temps le problème. Celui-ci trouve enfin une solution, en 1806, en transformant Aigues-Mortes en port fluvial grâce au canal du Rhône à 767, qui débouche dans l'étang de Thau dans la partie territoriale frontignanaise. Époque contemporaine. Pendant la Révolution française, la ville est appelée Port Pelletier. 68. À cette époque, le port a failli disparaître en raison d'un envasement induit par l'intensification du labour dans le bassin versant,
contemporain d'une reprise des défrichements des bois et forêts à la suite de l'abolition des privilèges. Le recul du couvert boisé a favorisé l'érosion des sols et, par suite, un apport plus important d'alluvions qui se déposent dans les ports de la région. Ainsi, en 1804 le préfet M. de Barentepère écrivait-il dans un rapport 69 que les côtes de ce département sont plus exposées aux atterrissements SNOT9. Les ports de Maglone et d'Aigues-Mortes et le vieux port de Sète n'ont plus d'existence que dans l'histoire, alerte-t-il. Un désir immodéré de recueillir a multiplié ces défrichements depuis 1790. L'avidité de jouir a dévoré en peu d'années la ressource de l'avenir. Les montagnes, ouvertes par la charrue, n'ont montré bientôt qu'un roc nu et stérile. Chaque sillon est devenu un ravin. La terre végétale, entraînée par les orages, a été portée dans les rivières, et de là dans les parties inférieures, où elle sert chaque jour à l'atterrissement des parties les plus basses et les plus marécageuses. Le massacre des Italiens, août 1893. La Compagnie des Salins du Midi lance à l'été 1893 le recrutement des ouvriers pour le battage et le levage du sel. L'embauche est en réduction, en raison de la crise économique que connaît l'Europe, alors que la perspective de trouver un emploi saisonnier a attiré, cette année-là, un plus grand nombre d'ouvriers. Ceux-ci se partagent en 3 catégories, surnommées les Ardéchois, paysans, pas forcément originaires d'Ardèche, qui laissent leur terre le temps de la saison, les Piémontais, composés d'Italiens originaires de tout le nord de l'Italie, et recrutés sur place par des chefs d'équipe, les chefs de col, et les trimards, composés en partie de vagabonds. En raison du recrutement opéré par la Compagnie des Salins du Midi, les chefs de col sont contraints de composer des équipes comprenant des Français et des Italiens. Dès le début de la matinée du 16 août, une rixe éclate entre les deux communautés, qui se transforme rapidement en lutte d'honneur. Cette lutte est parfois considérée comme le déclencheur du plus grand pogrom de l'histoire contemporaine de la France, représenté dans les journaux de l'époque, comme Le Monde Illustré. Malgré l'intervention du juge de paix et des gendarmes, la situation dégénère rapidement. Certains trimards rejoignent Aigues-Mortes, et y affirment que des Italiens ont tué des Aigues-Mortais, ce qui fait grossir le rang de la population, et des personnes qui n'ont pas réussi à se faire embaucher. Un groupe d'Italiens est alors attaqué, et doit se réfugier dans une boulangerie, que les émeutiers veulent incendier. Le préfet fait appel à la troupe, vers 4 heures du matin. Celle-ci n'arrive sur les lieux qu'à 18 heures, après le drame. Dès le début de la matinée, la situation s'envenime. Les émeutiers se rendent dans les salins de Péquet où se trouve le plus grand nombre d'Italiens que le capitaine des gendarmes Cablet essaie de protéger en promettant aux émeutiers de chasser les Italiens une fois raccompagnés à la gare d'Aigues-Mortes 78. C'est durant le trajet que les Italiens assaillis par les émeutiers sont massacrés par une foule que les gendarmes ne réussissent pas à contenir. Il y a 7 morts et une 50aine de blessés dont certains conserveront des séquelles à vie 79,80, ce qui constitue le plus grand massacre d'immigrés de l'histoire contemporaine de la France mais aussi l'un des plus grands scandales de son histoire judiciaire 81 puisqu'aucune condamnation ne sera jamais prononcée. L'affaire devient un enjeu diplomatique et la presse étrangère, dont celle transalpine, prend fait et cause pour les Italiens 82. Des émeutes anti-françaises éclatent en Italie 83. Un règlement diplomatique est trouvé et les partis sont indemnisés 84 alors que le maire nationaliste Marius Terra doit démissionner 85. Une pièce de théâtre de Serge Valetti, Salute, se fonde sur ces événements tragiques. 21e siècle. Le 4 août 2012, dans le quartier du Bosquet, un couple tire depuis sa voiture sur une dizaine de jeunes d'origine maghrébine, faisant un blessé léger. L'homme et la femme sont condamnés le surlendemain, respectivement,
à 4 et 2 ans de prison ferme, provoquant, auprès d'une partie de la population, un élan de soutien vis-à-vis des condamnés, qui met en lumière la banalisation du racisme anti-arabe, et rappelle les incidents de 1893, dans la même ville. Le 25 avril 2014, à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance de Louis IX, la ville d'Aigues-Mortes organise des cérémonies commémoratives auxquelles participent son descendant, Louis de Bourbon, duc d'Anjou, ainsi que son épouse Marie-Marguerite. Le prince rappelle alors que son aïeul, au XIIIe siècle, ouvrit la voie à une profonde réforme institutionnelle en octroyant une des premières chartes communales, permettant d'affranchir les villes du pouvoir féodal 88. À cette occasion, le maire Pierre Momègene rappelle l'amour et l'attachement réel des Aigues-Mortais pour le roi fondateur de la cité, et leur reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour eux. Il ajoute combien Aigues-Mortes est fier et honoré de recevoir pour la deuxième fois l'homme, Louis de Bourbon, qui avait été fait citoyen de la ville, lors de la Saint-Louis de 1992, par le maire de l'époque René Jeannot, présent ce jour. Démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif, entrant dans le cadre du nouveau dispositif, a été réalisé en 2005. En 2020, la commune comptait 8664 habitants, en augmentation de 2,93% par rapport à 2014. Pour mémoire, le Gard, plus 2,1%, la France, hors Mayotte, plus 1,9%. Enseignement. La ville d'Aigues-Mortes comporte 4 établissements scolaires, dont la crèche, la maternelle, la primaire Charles-Gros, l'école Henri-Séverin, et le collège Irène Joliot-Curie. Manifestations culturelles et festivités. Aigues-Mortes est une ville de tradition camarguaise. Chaque année, la seconde semaine d'octobre, elle célèbre la fin des vendanges, ainsi que la fin de la récolte du sel. La fête votive est l'occasion pour les familles du village de se retrouver autour de traditions ancestrales, qui font le socle du patrimoine culturel aigues-mortais. Côté rempart sud, chaque famille construit son théâtre. Les 101 théâtres forment le plan, une arène éphémère qui, une semaine durant, et un camp de revivre, accueille des courses camarguaises, où chacun peut s'essayer à l'art du rasette, avec des vaches et taureaux emboulés. Cette semaine festive est fréquentée par des milliers de touristes et d'habitués de la région. C'est un moment de ferveur et de partage, qui met en valeur l'identité camarguaise de la cité médiévale. Un comité des fêtes est constitué pour cette occasion. Il a la charge d'organiser chaque année ces festivités, en respectant les traditions ancestrales, et en veillant à la sécurité de toutes et tous les participants. Les 5 entreprises, ayant leur siège social sur le territoire communal, qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020, sont Grand Domaine du Littoral, Culture de la Vigne, 30 408 000 €. Aigues-Mortes de distribution, samedi, supermarché, 2 361 000 €. Bancard, supermarché, 20 027 000 €. Europlein Air, EPA, location bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright, 8 330 000 €. Caveau Les Sablons Maison Terroir Sable,
Commerce de gros, commerce interentreprises, de boissons, 3 541 000 €. La production du sel, par l'exploitation salinière du groupe Salins. Sans doute exploité dès l'Antiquité, les salins d'Aigues-Mortes attirèrent pêcheurs et sauniers. Les moines bénédictins, y établirent, dès le 8e siècle, l'abbaye de Psalmodie, afin d'exploiter cette denrée précieuse. Dans les étangs de Péquet, les salines resteront très longtemps, une des principales ressources de la ville. Pour parvenir aux tables sonnantes, l'eau pompée dans la mer parcourt plus de 70 km dans les roubines, la concentration de chlorure de sodium y passe, de 29 à plus de 260 G par litre. Récolté mécaniquement, le sel est amoncelé en 2 scintillantes camelles avant d'être conditionné. On le réserve à l'usage alimentaire. Tourisme. Le patrimoine médiéval, des XIIIe et XIVe siècles de la commune, et sa proximité de la mer, attire de nombreux touristes et des résidents. Agriculture. La commune est dans la plaine viticole, une petite région agricole, occupant le sud-est du département du Gard. En 2020, l'orientation techno-économique de l'agriculture sur la commune, est la viticulture. Le nombre d'exploitations agricoles en activité, et ayant leur siège dans la commune, est passé de 195, lors du recensement agricole de 1988, à 152 en 2000, puis à 76 en 2010, et enfin à 52 en 2020, soit une baisse de 73%, en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période, 61% de ses exploitations. La surface agricole utilisée sur la commune a quant à elle augmenté, passant de 2701 hectares en 1988, à 4277 hectares en 2020. Parallèlement, la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 14 à 82 hectares. Spécialisation. Les toits d'Aigues-Mortes, les remparts puis les salins et la mer. Culture de la vigne et de l'asperge. L'élevage de taureaux et de chevaux de Camargue. Les deux sont élevés pratiquement à l'état sauvage, dans les marais environnants. Le taureau camarguais est plus petit que les taureaux de combat espagnols, trapus, les cornes et la tête haute. Il mesure environ 1,40 m au garrot. Il est principalement destiné à la course à la cocarde, qui est très populaire dans la région. Le cheval de Camargue est le compagnon indispensable des gardiens, pour se déplacer dans les marais, et trier les taureaux. D'après certaines découvertes d'ossements, il semblerait que le cheval de Solutré, de l'ère quaternaire, soit son ancêtre. De ce fait, le cheval de Camargue n'est pas très grand, 1,50 m environ. Il possède une énorme résistance adaptée au terrain. Sa robe est marron à la naissance, pour progressivement devenir blanche après quelques années. Lieu et monument remarquable. Description en 1897. Très curieuse muraille, presque aussi intacte qu'au premier jour. La ville y est enfermée tout entière, elle la protège contre les inondations, et, du haut de la tour de Constance, cette multitude de toits bas, enfermés dans ce haut carré de pierre, semblent des dames dans un damier. Même sorte de fortifications qu'à Carcassonne, qui sont aussi du temps de Saint-Louis. Un long mur à créneaux et meurtrières, flanqué, d'espace en espace, par des tours rondes. Une tour pour chaque porte, la forme ogivale à toutes les voûtées dans un coin, encore une énorme tour ronde à 2 étages, surmontée d'une plateforme, et d'une tourelle d'observation, ancienne citadelle où l'on pouvait se défendre, même la ville étant prise. Rien de plus simple et de plus sain. Un mur monstrueux percé de meurtrières, dans l'épaisseur duquel tourne un escalier. Ce mur enclos à chaque étage une haute salle de pierre, dont la voûte ogivale va rejoindre les parois par un épanouissement d'arceaux. Une oubliette au centre, un vaste âtre de cheminée au fond.
Un jour douteux entre par le sommet par une ligne de baie courte, ogivale, qui donne sur l'escalier intérieur. Rien de plus austère que ce vide globuleux dans cette carapace de pierre nue, et cette froide et grise lumière qui semble dormir sans jamais changer. Dans l'effacement général des objets, et dans la sévérité universelle de la matière et de la forme, on démêle avec un plaisir bizarre un bout de fleuron sur lequel chaque arceau s'appuie avant d'entrer dans le mur. Tout en haut de la plateforme, on aperçoit la plaine, barrée d'un côté, au bout de l'horizon, par la ligne violacée des montagnes indistinctes. De toutes les autres parts, sans limite, ou se continuant par la mer infinie, s'étend la plaine verte, coupée de canaux luisants comme des bandes d'argent, ou de longues lames de métal, et bordée par la mer, d'une large plaque d'un bleu sombre. Édifice civil Tour de Constance. Les tours et remparts d'Aigues-Mortes forment un monument ouvert au public par le Centre des Monuments Nationaux. La tour de Constance fut érigée en 1242 par Saint Louis sur l'ancien emplacement de la tour Matafère, construite par Charlemagne vers 790, pour abriter la garnison du roi. Les travaux se terminèrent en 1254. Son diamètre est de 22 mètres, sa hauteur au sommet de la lanterne est de 33 ou 40 mètres, selon diverses sources. L'épaisseur des murs à la base est de 6 mètres. Au rez-de-chaussée, on trouve la salle des gardes, avec son accès protégé par une herse. Au centre de la pièce, une ouverture circulaire permet d'accéder au sous-sol, qui servait de garde-manger, de réserve de munitions et aussi de cachot. Ce lieu s'appelait l'écu de Basse-Fosse. Au premier étage, on accède à la salle des chevaliers. Elle ressemble de par sa structure à la salle des gardes. C'est dans cette salle que furent emprisonnées au XVIIIe siècle des protestantes, dont la plus connue fut Marie Durand, qui grava sur la margelle du puits le mot « résister ». Ce mot est toujours visible de nos jours. Elle fut emprisonnée à l'âge de 15 ans, et libérée 38 ans plus tard, avec des prisonniers politiques, Abraham Mazel, chef camisard. Entre ces deux salles, un étroit chemin de ronde fut construit dans l'épaisseur du mur, pour surveiller la salle basse. Après la salle des chevaliers, on accède à la terrasse qui offre un large panorama sur la région, représentant ainsi un poste idéal de surveillance. Les prisonnières étaient quelquefois autorisées à venir y respirer l'air pur. Dans les tours et les remparts, sont organisées des expositions. En 2014, par exemple, pour célébrer le 800e anniversaire de la naissance de Saint Louis, le Centre des Monuments Nationaux a organisé une exposition intitulée « Saint Louis, de l'Occident à l'Orient », sur Saint Louis et les croisades. Les remparts se déploient sur une longueur de 1600 mètres. Spectaculaires par leur hauteur, et l'état de leur conservation, ils n'ont pas été restaurés au XIXe siècle, comme cela fut le cas, par exemple, pour Carcassonne. Ils constituent, avec la tour de Constance, un témoignage exceptionnel en Europe occidentale, de l'architecture militaire en milieu marécageux, au XIIIe et XIVe siècle. Le classement de cet ensemble à l'UNESCO, sous le thème de l'homme dans son lieu, est un sujet de mobilisation. Un dossier a été constitué en 2011, et de nombreuses actions, dont la suppression des poteaux électriques, ont été entreprises pour permettre ce classement. Cette procédure est malheureusement contrariée par les classements déjà effectifs de sites très proches, tels le Pont du Gard, Avignon, ou Arles. Le plan des théâtres sont des arènes, construites à la fin du XIXe siècle, destinées aux courses camarguaises. Elles ont été inscrites en 1993, sur l'inventaire supplémentaire de la liste des monuments historiques, MH, pour leur intérêt ethnologique et culturel. Elles peuvent accueillir plus de 600 personnes. La porte de la Reine Aigues-Mortes en 1867, de Frédéric Bazille, exposée au Metropolitan Museum of Articles. La porte de la Reine Aigues-Mortes,
En 1867, de Frédéric Bazille, exposé au Metropolitan Museum of Articles. La tour Carbonnière. Située sur la commune de Saint-Laure-des-Gouzes, la tour Carbonnière est citée pour la première fois dans un texte, daté 2346, qui donne des précisions sur la fonction de l'ouvrage. Il y est dit que cette forteresse est la clé du royaume en cette contrée. En effet, située au milieu des marais, elle était le passage obligé pour accéder à Aigues-Mortes. Elle était tenue par une garnison composée d'un châtelain et de plusieurs gardes. Depuis sa terrasse qui pouvait supporter jusqu'à 4 pièces d'artillerie, on a une vue panoramique sur la petite Camargue. Statue de Saint-Louis. Elle est le cœur touristique de la cité. Au centre, face à l'entrée principale de la porte de la Gardette, est érigée la statue de Saint-Louis, œuvre de Géance Pradier, en 1849. Édifice religieux, ancienne chapelle des Capucins d'Aigues-Mortes. Temple protestant d'Aigues-Mortes. L'église a été inscrite au titre des monuments historiques en 1949. L'élément d'autel gallo-romain, se trouvant dans l'emmarchement du chœur de l'église, a été classé au titre des monuments historiques en 1990. De nombreux objets sont référencés dans la base Palissy. Elle a vraisemblablement été construite avant les remparts, vers le milieu du XIIIe siècle, à l'époque de Saint-Louis. Elle est de style gothique. Collégiale en 1537, elle fut saccagée par les protestants en 1575. Après la reconstruction du clocher en 1634, elle devint successivement sous la Révolution, temple de la raison, caserne, magasin à grains et entrepôt de sel. Elle fut rendue au culte en 1804, et restaurée dans un style néoclassique baroque assez chargé. De 1964 à 1967, tout ce décor 19e disparaît, notamment les plafonds à caissons, pour laisser place à l'église, beaucoup plus sobre, et dans l'esprit médiéval que nous voyons aujourd'hui. Depuis 1991, des vitraux créés par Claude Viala, artiste contemporain appartenant au mouvement artistique support-surface, donnent à l'édifice une lumière et une couleur extraordinaires. Le reste du mobilier 18e et 19e siècle a disparu à cette occasion à l'exception de quelques statues. La façade est surmontée d'un très sobre clocher à peigne, abritant 3 cloches. La plus importante, avec 1,07 m de diamètre, date de 1740, classée MH. Elle fut réalisée par le maître fondeur, Jean Poutingon. L'église abrite aussi une statue de Saint-Louis. La chapelle des Pénitents Gris. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques, en 1994. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy. Située à l'est de la place de la Viguerie, elle est la propriété de la confrérie des Pénitents Gris, créée en 1400. La façade est du style Louis XIV. La porte d'entrée du XVIIe siècle est ornée d'une statue en bois. Retable sculpté en 1687, par Sabatier. À l'intérieur, un retable représente la Passion du Christ. Il fut construit en stuc de plâtre gris en 1687, par le sculpteur montpelliérain Sabatier. Ce retable, sur lequel figurent les armoiries de la confrérie, occupe tout le fond du chœur. La chapelle des Pénitents Blancs. L'édifice a été classé au titre des monuments historiques, en 2007. Plusieurs objets sont référencés dans la base Palissy, située à l'angle de la rue de la République et de la rue Louis Blanc. Elle appartient à la confrérie des Pénitents Blancs, créée en 1622. Au-dessus du chœur, sur la voûte, on peut voir une copie du retable de Jérusalem, où le Christ a célébré la Pâque, et le Jeudi Saint, avec ses apôtres. Autour du maître-autel, une peinture sur toile retrace la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. On l'attribue à Xavier Sigalon, peintre né à Uzès en 1778.
De chaque côté du chœur se dressent deux statues, à gauche Saint Félix pour la rédemption des captifs, à droite Saint Jacques le Mineur, premier évêque de Jérusalem. Patrimoine culturel. Loup drapé est un cheval imaginaire, mentionné dans le folklore local, qui était censé se promener la nuit, autour des remparts de la ville, prendre 50 à 100 enfants sur son dos, et les faire disparaître on ne sait où. Patrimoine gastronomique. La fougasse appartient aux premières pâtisseries à base levée. Elle peut être sucrée, dénommée parfois tarte au sucre, ou salée, avec ou sans gratillon. Traditionnellement, la confection de la fougasse au sucre à aigues mortes était réservée à la période de Noël, au sein des 13 desserts. À base de pâte à brioche, sucre, beurre et fleurs d'oranger, elle était fabriquée par le boulanger, avec les ingrédients apportés par le client. À présent, la fougasse d'aigues mortes se vend toute l'année. Personnalité liée à la commune Tendré Pacifique Père, 1743-1796, général des armées de la République, y est décédé. Emmanuel Théolon, auteur dramatique, né à Aigues-Mortes, le 14 août 1787. Etienne Théolon, peintre, né à Aigues-Mortes. Léon Dombre, ingénieur hydraulicien, né à Nîmes le 25 octobre 1804. Ferdinand Gaillard, artiste lyrique, né à Aigues-Mortes, le 11 janvier 1876, décédé à Bargemont dans le Var, le 25 août 1936. Maurice Fontaine, 1919-2015, homme politique, sénateur-maire, maire d'Aigues-Mortes, de 1965 à 1977. Michel Mézy, ancien footballeur, né à Aigues-Mortes, le 15 août 1948. Frédéric Bazille, un des initiateurs de l'impressionnisme, représenta Aigues-Mortes, dans plusieurs de ses tableaux. Jean-Pierre Spirot, réalisateur de télévision, ancien adjoint au maire pour les affaires culturelles et les traditions. Robert Marchand, raseteur, vit à Aigues-Mortes. Louis de Bourbon, héritier de Saint-Louis, citoyen d'honneur d'Aigues-Mortes, depuis le 25 août 1992. Jean Lanzy, journaliste et animateur de télévision.